Donc, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Dorian Delorme pour ceux qui ne me connaissent pas, donc ingénieur en vente pour Infinigate, qui est le distributeur exclusif de Yubico en France, donc pour animer ce webinaire. Donc rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc petit récap rapide des protocoles que supporte la YubiKey. À commencer par les protocoles OTP. Donc aujourd'hui, on sait utiliser les trois standards OTP du marché, à savoir le HOTP, qui est basé sur un compteur, le TOTP, qui est l'OTP type Google Authenticator, et le UbiOTP, qui est un OTP qui a été créé par Yubico, mais qui demeure tout de même un standard, qu'on peut retrouver sur les tenants Okta, par exemple. Le PGP, qui est un gros standard également des années 70, qui est toujours utilisé pour de la signature et du chiffrement. Le protocole Cartapus, qui est lui le standard du NIST des années 90, donc pareil, pour ouvrir des sessions, pour faire du chiffrement, etc. Tout ce qui va graviter autour des certificats. Et les nouveaux protocoles FIDO, à savoir FIDO I2F, co-créé par Google et Yubico en 2014, et FIDO2, co-créé par Yubico et Microsoft en 2018. Et c'est sur ce protocole en particulier qu'on va s'attarder aujourd'hui. De la même manière, par rapport aux expériences utilisateurs qu'on va retrouver, faut savoir que le FIDO2 aujourd'hui est le protocole qui va nous apporter la meilleure expérience utilisateur et également la meilleure sécurité. Donc pour le coup, il n'y a pas de compromis avec ce protocole. C'est le genre de compromis qu'on peut trouver par exemple sur une carte à puce, parce que la carte à puce nécessite une architecture un petit peu plus complexe et présente certaines failles de sécurité qui ne sont pas présentes sur FIDO2, de par le fait tout simplement que c'est un protocole qui a plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, quel est l'intérêt de FIDO2 en termes de sécurité? Alors, il va y avoir plusieurs choses, et le premier d'entre eux, c'est que FIDO2 utilise du chiffrement et de la cryptographie asymétrique. Donc, l'idée de la cryptographie asymétrique, c'est qu'il n'y a pas de secret qui est stocké sur le serveur. Si je prends l'exemple d'un type de cryptographie symétrique comme le mot de passe ou l'OTP, en fait, le symétrique veut dire que le secret est partagé, donc le serveur connaît ce secret. Donc, ça peut être un mot de passe ou ça peut être un token OTP. Et donc, à partir du moment où ce secret, où le serveur est compromis et que les secrets sont récupérés, eh bien, on peut venir rejouer ces secrets, donc que ce soit un mot de passe ou même un multifacteur. Dans le cas d'une authentification asymétrique comme avec un smart card ou FIDO2, vu que le serveur ne stocke pas de secret, même si le serveur se fait compromettre, en fait, tout ce que contient le serveur, ce sont des bases de clés publiques. Et donc, les clés publiques, par définition, ne sont pas critiques, et on ne peut rien faire avec une clé publique. Donc, en fait, la clé publique est simplement là au moment d'authentification pour que le serveur envoie un challenge à l'utilisateur, et donc grâce à la clé privée que possède l'utilisateur, puisse résoudre ce challenge et donc ouvrir sa session. Donc, c'est la première force de FIDO2, c'est qu'on ne dépend pas de la fiabilité des tenants puisqu'ils ne stockent pas de secret. Un mot rapide sur les types de facteurs possibles avec FIDO2. Donc, on peut déjà faire du FIDO2 simplement avec la clé, c'est-à-dire venir brancher simplement sa clé et appuyer dessus, qui est là une forme de facteur simple. Et ensuite, on a les deux facteurs les plus répandus, à savoir ce que j'ai, la YubiKey, et ce que je connais, c'est-à-dire un mot de passe. Donc là, ça va être plutôt le cas de FIDO U2F, c'est-à-dire on va venir faire un login mot de passe et appuyer sur sa clé. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui sur les environnements G Suite. G Suite utilise FIDO, alors FIDO2, mais a cette expérience-là qui n'est pas une vraie expérience passwordless. Et le troisième cas de figure qu'on rencontre sur Office et qui va nous permettre d'ouvrir des sessions avec ce mode-là et également cette note 365, c'est le passwordless. Donc, brancher la clé et entrer le code PIN pour venir déverrouiller la clé et venir accéder au token, ou bien venir brancher la clé et appuyer avec son doigt, poser son empreinte en guise de second facteur. Donc là, on améliore encore un peu avec l'empreinte l'expérience utilisateur puisqu'il n'y a même plus de code PIN à retenir pour venir se loguer.
Donc avec Office, on utilisera soit la combinaison clé-code PIN ou bien la combinaison clé-empreinte. Par rapport à l'authentification FIDO, pareil, un rapide tour d'horizon. Donc pour l'enregistrement de FIDO, au moment de l'enrôlement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir donc créer un compte. Et donc l'enrôlement va consister en la création d'une paire de clés privées et publiques sur la YubiKey directement. Et on va venir transférer cette clé publique au tenant en question, qui peut être Office par exemple. Et donc, l'enrôlement, c'est simplement finalement envoyer la clé publique au tenant. Au moment d'authentification, ce qui va se passer, c'est que le serveur qui possède maintenant notre clé publique va venir chiffrer un clair et va nous l'envoyer. Donc ça s'appelle un challenge. Et si nous sommes la bonne personne, c'est-à-dire si nous avons la clé privée, alors ce challenge qui a été chiffré avec la clé publique va savoir être déchiffré avec la clé privée, dont on est en théorie le seul à en être à le posséder. Donc on va venir déchiffrer ce challenge et on va envoyer le clair. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le serveur va simplement comparer le clair qu'il a envoyé, le clair qu'il a généré, pardon, et le clair qu'il vient de recevoir. Et si ce sont les mêmes, il en conclut que que le challenge est réussi et donc que la personne a la clé privée, donc que c'est la bonne personne qui se connecte, tout simplement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de WebAuthn qui est le standard FIDO2 ou alors sur le site directement du W3C pour en savoir plus sur les specs techniques. Concernant l'authentification FIDO2, donc le workflow, ce qui va se passer, c'est que la communication entre la clé et la plateforme, c'est-à-dire la plupart du temps le navigateur Internet, va se faire à travers un protocole qui s'appelle SETAP, Client to Authenticator Protocol. Et on va avoir donc plusieurs modes possibles, plusieurs canaux. Le premier canal et le plus utilisé sera bien sûr le canal USB, à travers lequel SETAP va transiter. On va avoir également le canal RFID, pardon. Donc là, ça va être en fait du sans contact. Donc on va venir simplement rapprocher la clé d'une station RFID pour venir se loguer. Et le Bluetooth qui n'est, lui, pas supporté sur YubiKey pour des raisons de sécurité. Donc ça, c'est pour la communication entre la clé et le navigateur. Et pour la communication entre le navigateur et le relaying party comme Office, par exemple, va se faire à travers le protocole WebAuthn. Donc c'est un protocole de navigateur. Et c'est là que va se faire que vont se faire les interactions en fait d'authentification. L'autre point de sécurité important concernant FIDO2, c'est que ce protocole n'est pas fichable. Contrairement à d'autres, même contrairement à l'OTP ou au push qui, eux, peuvent être compromis, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les phishing sont en temps réel, ce qui veut dire que lorsque vous vous rendez sur une fausse page Office et que vous entrez votre login mot de passe, en fait, ces credentials sont joués en temps réel par l'attaquant, bien sûr, c'est scripté. Et en temps réel, en fait, si l'attaquant détecte sur la vraie page qu'il y a un pop-up qui demande l'OTP ou le push, en fait, dynamiquement, on va venir afficher une fausse page aussi pour récupérer l'OTP ou bien le push. Naturellement, l'utilisateur se croit sur le vrai site, donc il va venir rentrer l'OTP ou alors valider le push, qui donc seront joués eux aussi en temps réel. Et donc, tout ce que vous aurez fait, c'est autoriser l'attaquant à accéder au vrai site parce que les MFA auront été joués en temps réel également. C'est ce qui fait que c'est ce qui rend ces protocoles inefficaces face au phishing. Et donc la force de FIDO2 là-dedans, c'est qu'à chaque token FIDO2 que l'on enrôle sur la clé, donc on a le secret du token, on a l'adresse mail concernée. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir faire du passwordless sans même entrer son login. C'est parce qu'on connaît l'adresse mail associée. Et le troisième élément associé au token, c'est le domaine. C'est-à-dire que lorsque vous allez enrôler une clé sur le domaine office.com, la référence du token sera associée à ce domaine office.com. Ce qui veut dire que si vous souhaitez vous connecter avec une clé de sécurité sur un autre domaine que office.com, écrit correctement, eh bien ça ne fonctionnera pas et vous ne pourrez pas vous faire ficher sur un site qui s'appellerait office.com avec 3F par exemple. Ça ne fonctionnerait pas. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est grâce à cette référence, ce qu'on appelle la residential key,
qu'on sait éviter les tentatives de phishing qui représentent aujourd'hui la majeure partie du moyen de compromettre un compte, en fait. Par rapport à Azure Active Directory, donc Microsoft, ayant été co-créateur de FIDO2, a été bien sûr l'un des premiers à intégrer FIDO2 dans son environnement. Et donc, ce que l'on va savoir faire sur FIDO2 aujourd'hui avec Microsoft, bah, c'est de pouvoir venir ouvrir son tenant O365, par exemple, avec sa clé. Là où c'est intéressant avec Microsoft, c'est que la clé et FIDO2 peuvent fonctionner avec le niveau le plus basique de licence chez Office. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un programme P1 pour faire fonctionner du FIDO2. Vous pouvez le faire basiquement avec le programme business le plus simple. Et même d'ailleurs, sur vos comptes personnels Outlook, vous pouvez parfaitement faire du FIDO2 sans aucune licence. De la même manière, on n'a pas besoin non plus d'Intune pour pouvoir faire du FIDO2 pour ouvrir une session Windows. Sachant que pour ouvrir une session Windows en FIDO2, on va avoir deux prérequis. Le premier, c'est que les machines soient Windows 10 en build 19.09 minimum. Et le second, c'est que les postes soient hybrides Azure AD Join ou bien Azure AD Join. Donc, on ne pourra pas faire de FIDO2 sur des environnements Active Directory on-premise. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va pouvoir, avec une clé de sécurité, venir se connecter à tout son environnement Microsoft sans mot de passe. Donc, avec la clé de sécurité et un code PIN, ou alors avec la clé de sécurité et son empreinte. Donc, on va pouvoir venir aller sur son Tenant 365, sur ses applications web, pour ouvrir sa session Windows, et éventuellement pour tes authentifications clients, si derrière, on utilise l'IDP de Microsoft, par exemple, son portail applicatif pour aller se connecter à ces diverses applications PayPal, Salesforce, etc. Avec tout bien sûr tout le système ensuite SSO qui peut être mis en place également par Microsoft, ce qui fait qu'on peut faire du FIDO2 et l'étendre à pas mal de cas d'usage grâce à l'écosystème Microsoft qui est très riche. Donc voilà pour la courte et brève introduction à FIDO2 dans un premier temps et ensuite Azure Active Directory. Je vais maintenant vous montrer un petit peu une démo de comment ça se passe. Donc vous allez voir que c'est très simple. J'ai mon lab qui est ici, que je vais partager avec vous. Donc dans mon cas, j'ai déjà une YubiKey de brancher et d'enrôler, et je vais vous montrer ensuite comment ça marche. Là, l'idée, c'est que l'utilisateur va venir se connecter, et donc va venir brancher la clé et entrer directement son code PIN, donc qui n'est pas le mot de passe, c'est simplement le code PIN local de la YubiKey pour venir déverrouiller l'accès à ces tokens. Et donc l'intérêt du code PIN d'ailleurs, c'est que, contrairement au mot de passe, on n'a pas besoin de le changer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un objet qui transite sur le réseau, c'est simplement une interaction entre le PC et la clé pour venir le déverrouiller. Donc, vu qu'il n'y a pas de transit sur le réseau, il n'y a pas d'interception possible et donc pas de cracking possible. Donc, c'est pour ça que le code PIN peut faire toute la durée de vie de la clé. Là, il a reconnu ma clé qui est branchée, code PIN, et je suis logué de cette manière-là à mon compte Microsoft Windows. Donc, pour me connecter à ma session Office, c'est le même principe. Je disais donc, connexion avec une clé de sécurité. J'ai un pop-up de navigateur qui va s'afficher. Je sélectionne le compte qui m'intéresse. J'entre mon code PIN. Et je suis logué de cette manière-là à mon compte Microsoft. Et donc derrière, pour l'enrôlement, en fait, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que l'authentification. Donc on va venir simplement brancher sa clé et entrer son code PIN pour se connecter, pour enrôler sa clé. Pardon. C'est un protocole qui a été fait également pour faciliter l'expérience utilisateur. Donc le but, c'est que n'importe qui puisse le faire et donc que le protocole soit vraiment en mode self-service pour épargner du temps au support. Donc Microsoft.
sécurité. Là, on va aller dans options de sécurité avancée. Et en fait, c'est ici que je vais retrouver toutes mes méthodes de MFA. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai 3 YubiKey qui sont enrôlés sur ce compte. Et donc, si je souhaitais déjà les supprimer, si une clé a été perdue, par exemple, je peux cliquer ici tout simplement et venir supprimer. Donc, on peut le faire au niveau utilisateur, mais bien sûr également au niveau administrateur. Et pour enrôler une clé, c'est très simple aussi. Je vais simplement venir ajouter une méthode de connexion, utiliser une clé de sécurité. Là, je vais sélectionner le canal setup à utiliser. Dans mon cas, la clé est branchée en USB. Je vais venir confirmer que je m'enrôle bien sur le domaine login.microsoft, que j'enrôle une clé de sécurité. J'entre mon code PIN pour enrôler ma clé et je touche ma clé. Et de cette manière-là, en fait, j'ai enrôlé ma clé de sécurité sur mon compte Microsoft. Donc là, je vais juste lui donner un nom parce que j'en ai plusieurs. Et donc, comme vous l'avez vu, le process d'enrôlement est le même que le process d'authentification qui sont extrêmement simples. Donc, n'importe quel utilisateur peut faire ça. Et ce qui fait que ça va vous épargner beaucoup de temps au niveau du support. Concernant l'ouverture de session Windows, donc comme je vous l'ai dit, c'est supporté nativement par Microsoft à partir du moment où vous avez Windows 10, une version de Windows 10 avec le build 19.09 minimum et que les postes soient Azure AD Join, ou bien hybride Azure AD Join. Simplement venir. Je crois que j'ai quelque chose qui m'embête. Voilà. Et donc, tout ce que vous avez à faire, en fait, côté Microsoft, côté Windows, c'est de venir lancer une fois en mode administrateur un outil qui s'appelle Windows Configuration Designer, qui est en fait une surcouche d'application de Regedit, et sur lequel vous allez venir spécifier. OK, bon, il ne veut pas se lancer. Et en fait, c'est simplement une surcouche de Regedit dans laquelle on va avoir, ça va être en fait très textuel, et on va avoir une option qui va être proposée qui va s'appeler autoriser l'authentification avec une clé de sécurité. Pour ouvrir une session Windows, on va venir simplement l'autoriser, exporter le package pour l'autoriser. Ah, ça y est, ça s'est lancé. Et donc, le package qui sera exporté sera un point .cab que l'on pourra ensuite déployer à toutes les machines par GPO pour venir activer cette fonctionnalité. Et on n'aura rien besoin de faire d'autre pour faire fonctionner l'authentification par clé de sécurité, si ce n'est avoir une clé de sécurité enrôlée, bien sûr. Donc, je vais parler de cette option dans Windows Hello for Business, Security Keys, Use Security Key for Sign-in. On l'ajoute. On fait un export de ce paquet de provisionnement. Voilà, je sélectionne, peu importe. Je vais avoir un PPKG qui sera monté, donc qui est un fichier exécutable chez Microsoft, et on n'aura plus ensuite qu'à le lancer pour activer la fonctionnalité. Donc voilà pour ce cours webinaire consacré à FIDO2. Des questions par rapport à ce que vous venez de voir, ou si vous avez un projet ou quelque chose qui gravite autour de cela, écoutez, n'hésitez pas, vous avez nos contacts qui s'affichent à l'écran. Donc vous pouvez contacter soit Renato Antunes, qui est le pre-sales chez Ubico, ainsi que moi-même, qui suis pre-sales chez Infinigate. Donc vous avez nos adresses mail, n'hésitez pas à nous contacter. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne continuation et à bientôt.